On pourra éventuellement les financer en papier, c'est-à-dire en action. Ça va aussi changer les moyens de l'entreprise parce qu'il est très souhaitable qu'à l'occasion de notre privatisation, nous ayons une augmentation de capital significative. Ça va changer quelque chose dans la gestion? Dans la gestion, non. Nous avons géré tous ensemble ce groupe comme s'il était privé depuis 8 ans. Et il n'y a par conséquent aucune raison pour qu'on change de style de gestion. Est-ce que ça va changer dans la politique sociale, puisque l'État actionnaire a quand même été, entre guillemets, très généreux? L'essentiel des efforts qui devaient être faits ont été faits, et par conséquent, le fait que l'État sorte du capital devrait nous permettre de ne pas modifier notre politique sociale dans le futur. Oui, mais ça veut dire aussi concrètement qu'en 95, plus de retraite à 50 ans chez Usinor Sacilor. En 95, il y a encore quelques retraites à 50 ans, il y en a même 800, ce sont les dernières. À partir de 96, il n'y en aura plus parce qu'il n'y aura plus besoin. Pourquoi? Parce que l'essentiel de nos réductions d'effectifs aura été fait, parce que tout ce que nous devions encore restructurer ou fermer aura été restructuré ou fermé, et que dans le futur, d'une part, les réductions d'effectifs, s'il y en a encore, seront faibles, et d'autre part, elles seront gérées comme ce qui a été fait depuis 5 ans, c'est-à-dire par replacement sur le marché par l'intermédiaire d'une société spécialisée. Francis Maire, pourquoi privatiser Usinor Sacilor maintenant? Parce que l'occasion se présente d'un cycle conjoncturel qui est à la hausse pour la sidérurgie et qui est donc attirant pour l'actionnaire potentiel à travers les résultats en croissance du groupe, et parce que simultanément, il se trouve que nous avons terminé l'essentiel de notre restructuration, donc nous sommes très présentables. Et vous disiez il y a quelques jours que ce cycle haussier, ce cycle de bonne santé, il était prévisible jusqu'en 97. Ça veut dire qu'ensuite, ce sera moins bon. Et vous savez que les financiers anticipent toujours. C'est parce qu'ils anticipent toujours qu'ils veulent viser une privatisation aussi rapide que possible, de manière à avoir la possibilité de profiter de la montée du cycle. Mais c'est aussi parce qu'ils sont convaincus que même si le cycle repart dans l'autre sens, le groupe Usinor Sacilor sera capable d'affronter à la baisse beaucoup mieux qu'il ne l'a fait dans le passé, qu'ils seront intéressés par acquérir des actions. Francis Maire, Usinor Sacilor, c'est la sidérurgie. Il y a pas si longtemps que ça, les actionnaires de la sidérurgie française se sont retrouvés avec du papier qui n'avait plus aucune valeur. Est-ce que les actionnaires ils vont revenir? Aujourd'hui, le groupe est tout à fait différent de ce qui le composait il y a 8 ans. C'est le 3e groupe sidérurgique mondial. Il a dans tous ses métiers des performances techniques et commerciales qui sont parmi les meilleures. Et ce groupe est, dans son domaine industriel, aussi attractif que toutes les autres sociétés sidérurgiques qui, pour la très grande majorité au niveau mondial, sont des sociétés privées, avec donc des actionnaires qui s'intéressent au devenir de ces sociétés. Est-ce que c'est un marché d'avenir, l'acier? L'acier au niveau mondial a vu sa consommation augmenter de 20% dans les 7 dernières années, si l'on met à part les pays de l'Est qui ont eu une conjoncture désastreuse puisque ils ont divisé par 2 leur production. Il est absolument certain que si le sud-est asiatique, qui est le tracteur du monde au point de vue économique, continue à se développer, la consommation d'acier va flamber dans les prochaines années, ne serait-ce que parce que l'acier est la matière par excellence de l'équipement des pays, des entreprises et des ménages. Alors, c'est bon pour vous ou c'est bon pour la sidérurgie asiatique et vos 2 challengers qui sont le japonais et le coréen? C'est bon pour tout le monde. C'est effectivement bon aussi pour le japonais et le coréen, qui sont le numéro 1 et numéro 2 du métier, et qui sont à l'intérieur de la zone de croissance sidérurgique.
C'est aussi bon pour les Européens comme pour les Américains, car l'acier, contrairement à ce qu'on pense, se transporte très bien dès lors qu'il prend le bateau. Et ça coûte pas cher. Et il se transporte très bien parce qu'il ne coûte pas cher. Mais c'est long. C'est effectivement lent, ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir l'ambition permanente d'alimenter ces marchés de manière massive à partir d'Europe ou des États-Unis. Il faudra tôt ou tard se rapprocher du consommateur. Sidérurgie, tous maîtres de forge, c'est le dossier de Rue des Entrepreneurs. Didier Hadès. Dominique Dambert. La production de l'acier se porte bien en Europe, mais est aujourd'hui tirée par l'Asie. Francis Maire fait ses calculs, 1,2 milliard de Chinois, bientôt 1 milliard d'Indiens, une concurrence de l'ex-empire soviétique qui l'inquiète beaucoup moins qu'il y a 4 ans. Il y a des perspectives de marché à conquérir. L'acier, symbole du développement économique aujourd'hui, après avoir été celui de la reconstruction. Philippe Mioche, je rappelle que vous êtes historien et spécialiste de l'histoire industrielle. L'acier, il y avait le mythe ou le symbole de l'acier, ciment de l'Europe avec la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, l'ancêtre de l'Europe d'aujourd'hui, l'acier, ciment de la paix. Là, je dirais pas du tout que c'est un mythe, et c'est même, je crois, une réalité fondamentale. Alors, bon, vous faites évocation, bien sûr, de la déclaration Schuman du 9 mai 1950, qui donne naissance au traité de Paris en 1951 et à la mise en œuvre de la CECA à partir de 1952. Ancêtre du traité de Rome et du traité de Maastricht et de l'Europe de demain, je ne sais pas comment elle sera. Tout à fait, tout à fait. Alors, ce qui est vrai, c'est que donc depuis le début des années 50, les produits sidérurgiques et charbonniers circulent à l'intérieur, bon, d'abord des 6 pays membres, en franchise, bon, il y a un marché commun des produits sidérurgiques. Il faut savoir que les pères de l'Europe, comme on dit parfois, c'est-à-dire l'équipe autour de Jean Monnet qui a préparé la déclaration Schuman, hein, ils n'ont pas tout de suite pensé à l'acier, hein, ils ont hésité. Et à un moment, on avait parlé de l'électricité, à un moment des transports, pour faire créer un pool en commun pour fonder l'Europe concrètement. En fait, bon, on le sait, le charbon et l'acier qui ont été choisis. D'une certaine façon, la sidérurgie, la métallurgie est un des fondements culturels du fait européen. Est-ce qu'aujourd'hui, Philippe Mioche, on peut encore prédire un avenir à l'acier? Francis Maire dira oui, c'est évident. Mais vous qui avez du recul et qui n'êtes pas un sidérurgiste. Ça nous renvoie à un débat qui est tout à fait passionnant. Et c'est la réflexion sur les produits et aussi sur ce qu'on appelle la guerre des matériaux. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que la guerre des matériaux, c'est pas une nouveauté, ça dure depuis très longtemps. L'acier a été confronté à des concurrents très divers. Le bois, la pierre, le ciment bien sûr, l'aluminium, les céramiques, les plastiques. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on rentre dans les détails de cette guerre des matériaux, contrairement à une idée un peu préconçue, l'acier se trouve pas toujours en situation défensive. Enfin, on a des exemples divers montrant qu'il pouvait même conquérir des parts de marché par opposition à d'autres produits. Il y a aussi quelque chose qui est assez fascinant, c'est le développement de ce qu'on appelle les matériaux composites, qui font que des matériaux autrefois antinomiques peuvent être associés, des fois dans des configurations surprenantes. Ce qui veut dire, à ce moment-là, donc, il va falloir encore faire preuve d'innovation, faire preuve de recherche, et que, en fait, l'avenir de l'acier, ce ne sera plus, ce sera peut-être un peu, comment disiez-vous, l'acier bas de gamme, mais ça sera de plus en plus des produits fins, imaginatifs, complexes, à forte valeur ajoutée. Je le crois en effet, et je pense que d'ailleurs, cette remarque n'est pas spécifique à l'acier, mais c'est l'enjeu, j'ai envie de dire, de la civilisation industrielle européenne. Oui, c'est une formule pour paraphraser le titre de votre dernier ouvrage, Jean-Noël Jeannet, L'avenir vient de loin. Autre volet, Jean-Noël Jeannet, la sidérurgie au début, c'est un système qu'on a appelé le paternalisme, un système social. Ça veut dire que, en gros, on naissait et on mourait à l'usine, et on allait à l'école, à l'usine, on se nourrissait à l'usine. C'est tout un système qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans le Nord, chez les Boussac et chez Michelin en Auvergne. Oui, le paternalisme est une donnée très spécifique de l'histoire économique et sociale de l'industrie en France. Elle partait dans l'esprit des dirigeants de ces grandes firmes, notamment sidérurgiques, d'une double idée. Une idée qui était celle de leur responsabilité sociale. Beaucoup avaient une parfaite bonne conscience sur leur situation sociale, sur une hiérarchie
qui les plaçait là où ils étaient, mais en même temps, ils avaient le sentiment que cette situation héritée, et en somme méritée à leurs yeux, les obligeait, leur donnait une certaine responsabilité sociale. Il faut dire aussi qu'ils avaient besoin de leurs ouvriers. Ils avaient... Ah, non, ça c'est le premier. Je veux dire, c'était la première raison. Et l'autre raison, qui était, vous le dites fort bien, ils avaient besoin de leurs ouvriers, qui était directement liée à une certaine conception de l'efficacité de leur maison, c'était d'organiser un réseau de protection sociale, de soutien aux familles des ouvriers qui assure à la fois la fidélité et la tranquillité de ces travailleurs par rapport à leur usine. Un exemple tout à fait typique de ce paternalisme, c'est la décision qu'ont prise les Schneider au Creusot, lorsque une ouvrière qui travaillait chez eux se mariait, au bout de 6 mois, de la priver de son poste. Donc l'idée qu'il fallait qu'elle soit à la maison, qu'elle garde son foyer et qu'elle assure par rapport à son mari une stabilité de la vie de famille qui, par ricochet, profiterait ensuite à l'ensemble de ce milieu qui s'était constitué autour des établissements Schneider. De la même façon, lorsque on aide à l'acquisition de petites maisons, par exemple, sur toute la durée d'une vie de travail, les fameuses cités, eh bien, c'est une façon aussi de s'assurer que les ouvriers ainsi liés par des emprunts ne risquent pas d'être exagérément turbulents. Donc, il y a à la fois une philosophie de la société, aujourd'hui très désuète, mais qui, d'une certaine façon, a eu sa noblesse, puis d'autre part des intérêts calculés et, en somme, très étroitement égoïstes. Les deux choses se combinent. Mais au bout du compte, ils avaient, ces maîtres de forge ou ces industriels, ils avaient inventé le système de protection sociale que l'État n'avait pas avant 1945 approximativement. C'est vrai qu'il y a un retard à cet égard par rapport, par exemple, à l'Allemagne. Et dans le cas de Wendel en Lorraine, il y a évidemment une attention portée aux réformes bismarckiennes, puisque c'est dès les années 1880 que le paternalisme des entreprises a été en quelque sorte exaucé au niveau national par Bismarck, par le grand dirigeant Bismarck, qui a en effet instauré pour la première fois, et bien avant la France, un système d'assurance ouvrière destiné à maintenir, à intégrer les ouvriers dans la société et par conséquent leur permettre à la fois de mieux vivre et d'assurer une permanence du système politique très inégalitaire qui était en place. Mais en même temps, il y avait un certain cynisme, une certaine naïveté, tout dépend de quel côté on se place. François de Wendel, voyant les bulletins de salaire, de paie de ses ouvriers, disait « Mais que vont-ils faire de tout cet argent ?» Je ne connaissais pas cette formule de François de Wendel, je ne la trouve pas très, très compatible avec sa façon de considérer sa maison. Il connaissait bien la réalité des choses. Il est vrai que beaucoup de ses dirigeants avaient une vision étroite de la vie sociale et du comportement de leurs ouvriers. Il y a toujours cette idée qui traînait que si on laissait trop de loisirs avec trop d'argent, tout cela finirait chez le cabaretier, que ce serait moralement détestable et que, d'autre part, ça affaiblirait la capacité de travail des 10 ouvriers. Il y avait aussi d'autres gens qui avaient le sentiment qu'ils avaient une responsabilité sociale et que des ouvriers bien payés travaillaient mieux, que là encore, leur intérêt bien compris rejoignait une certaine idée de leur devoir social. Qu'est-ce qu'il est resté aujourd'hui de toute cette culture, en particulier en Lorraine mais ailleurs, des hommes, ce qui a imprégné le respect pour la famille, pour l'entreprise, etc., pour cette culture du paternalisme. Ça a été, au moment des grandes difficultés, ça a été le déboussolement complet. Il est clair que dans les années 60, 70 et 80, on assiste en Lorraine en particulier à une complète rupture entre une tradition et la suite. Et d'ailleurs, ça s'est traduit par des mouvements violents, des incendies de châteaux, un retrait de Wendel de la région, à peu près complet, un petit peu après les Schneider au Creusot. Mais d'une certaine façon, il y a là la rencontre de plusieurs causes. Il y a l'évolution de l'économie en général, la crise de la sidérurgie, et puis peut-être un certain épuisement des dynasties familiales. Qu'est-ce qui vous a fasciné, Jean-Noël Jeannet, chez François de Wendel? Si quelque chose vous a fasciné, mais enfin pour consacrer un ouvrage volumineux, je suppose qu'il y a un certain plaisir à le faire. Le plaisir a été grand.
Il y avait des sources magnifiques, puisque François de Bandel avait tenu son journal toute sa vie, donc on pouvait accéder à l'intimité de ses pensées et de ses comportements. Et surtout, ce qui m'a intéressé, je n'ai eu aucune fascination pour le personnage, j'ai eu un vrai intérêt, c'était de réfléchir à travers lui au problème des forces qui, de l'extérieur, pèsent en démocratie sur les décisions politiques. Donc, vous aviez là, avec François de Bandel, un personnage passionnant, puisqu'il avait eu un rôle essentiel, étant président du comité des forges, à la tête du syndicalisme patronal de la sidérurgie, pendant toute la période qui va de 1914 à la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il était régent de la Banque de France, et par là, à même d'utiliser son influence financière, son influence par le truchement des débats sur le franc, sur la politique économique du pays. Donc il y avait une réalité d'un pouvoir, et d'autre part, il a été pour toute une génération de gens de gauche un symbole de la puissance capitaliste, du pouvoir des trusts. Et par conséquent, étudier la réalité de son influence, c'était constamment réfléchir aussi à la façon dont cette influence a pu être connue, appréciée, déformée dans le combat politique, et comment ces mythes entourant un personnage comme lui ont également été un facteur important des comportements collectifs, donc de la vie politique, donc de l'histoire de France dans notre XXe siècle. Est-ce qu'aujourd'hui, en 1995, Jean-Noël Jeannet, les patrons des grandes entreprises françaises ont l'influence qu'un François de Bandel avait dans l'entre-deux-guerres? Je pense que le pouvoir est beaucoup plus dispersé aujourd'hui, que d'autre part, il y a une vraie évolution du regard porté sur les entrepreneurs, donc il n'y a pas de la même façon une mythologie de quelques grands dirigeants, même si on pourrait citer des noms, les Dassault, les Boussac et d'autres qui ont incarné à tel ou tel moment ce pouvoir capitaliste en démocratie, en république. Il reste que les temps ont changé, ce qui ne rend en rien moins nécessaire la lucidité de l'historien et je pense éventuellement les protestations des citoyens lorsque des influences délétères peuvent s'exercer de façon cachée sur le fonctionnement d'une vie collective d'un pays comme le nôtre. Un produit chargé d'histoire, un produit qui n'est pas enterré dans le passé, un produit d'avenir, à condition de savoir s'adapter, et qui reste compétitif dans la compétition industrielle. Quant à la sidérurgie, synonyme d'emploi à vie, c'est une image du passé, là aussi. À l'image des autres secteurs, elle donnera de l'emploi évolutif et qualifié. Un produit, un marché, des emplois pour demain. L'acier, il doit avoir de l'avenir. Rue des entrepreneurs et votre argent. Baisse de 2,5% cette semaine à la Bourse de Paris, c'est la rechute après un bon début de mois de février. Concentré à Kidis, Wall Street rit et Paris fait la grimace. Paris et les autres places européennes également ne vont pas bien, les actions plongent, les obligations résistent un peu. Enfin, je dirais que le paysage global des marchés financiers européens font effectivement grimace. Alors que Wall Street va bien. Wall Street va bien, oui, Wall Street va bien, enfin on est presque au plus haut historique, mais il faut aussi constater en revanche que le dollar, lui, va très mal. Et c'est ce qui crée justement tous ces troubles sur les places européennes. Le dollar tributaire toujours de la crise mexicaine. En effet, oui, et ce qui pèse encore bien entendu sur la tenue du billet vert. Et d'autre part, il y a un autre facteur qui est important qui crée cette faiblesse du dollar, c'est que les récentes statistiques économiques aux États-Unis et celle en plus qui a été publiée vendredi soir sur le déficit commercial américain qui est de 7 milliards et demi quand même en un mois au lieu des 10 milliards qui étaient attendus, donc je dirais un peu moindre, mais qui crée quand même un déficit global pour l'année de 166 milliards de dollars, ce qui est quand même important, fait quand même penser que maintenant la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis est pratiquement terminée et qu'on est arrivé plutôt à une phase où on va progressivement, normalement, atteindre une baisse des taux.
Alors, résultat, le dollar baisse résultat, et le dollar mark monte Voilà. et sert de valeur refuge. Exactement, le dollar baisse. Pourquoi? Parce qu'on vend du dollar. Maintenant, on se dit ça sert à rien de garder du dollar. Et le Deutsche Mark, en effet, est maintenant à des zones. Il est à plus de 3 francs 47 contre francs vendredi, ce qui prouve là encore qu'il y a une tension sur l'ensemble des monnaies européennes, et y compris le franc, qui n'arrange pas bien entendu les affaires des marchés financiers. Alors, dans ce contexte qui disent de tempête monétaire qu'on a déjà connue en 93, quels sont vos conseils? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dirais, pour ceux qui ont fait quelques achats d'obligations américaines, eh bien, il faut les conserver, même si le dollar est à 5 francs 15. N'oublions pas que